suis prise de nausées, je suis alitée pendant 4 jours, j'ai du mal à m'alimenter, je pleure, je n'arrive même pas à changer de position tant je suis mal. Et je suis toujours avec cette colère en moi. Et puis petit à petit, ben, l'approche des séances suivantes commence à me stresser. Et là, l'univers me permet de prendre un peu de recul. Et je découvre dans mes écoutes sur YouTube, dans mes lectures, j'ai quelques personnes qui me disent, tu sais, tu devrais jeûner. Et ça me semble totalement fou, jeûner alors que j'ai perdu du poids, alors que je suis faible, c'est impensable. Et ensuite, j'entends, ben, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Et là, ça me met dans une colère noire en me disant, mais comment je peux lâcher prise alors que je suis victime? Et cette posture, en fait, elle ne va pas du tout. Donc, les choses vont commencer à basculer quand enfin, j'accepte de le faire. Et j'accepte de le faire, en fait, parce que je veux dire, je me sens complètement démunie, j'ai plus d'armes, et je me dis, tout ce que j'ai essayé ne marche pas, je vais tenter ça, parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc, je commence à me préparer à lâcher prise. Alors moi, je suis issue d'une éducation très judéo-chrétienne, donc je prie beaucoup. Je prie, je demande de l'aide pour aller recevoir ma perfusion. Et petit à petit, donc, je commence également à faire attention à mon alimentation, puisque je sais qu'il y a des choses que je ne vais pas supporter. Je stoppe le gras, etc. Enfin, j'ai toute une préparation qui dure 3-4 jours avant les séances. Et étonnamment, vraiment, je réalise, moi, dans mon corps, je réalise physiquement, dans ma compréhension, que cette préparation me permet de mieux accepter le traitement. Et petit à petit, je n'ai pratiquement plus d'effets secondaires. Donc, j'arrive à la fin de mon traitement, donc il y a ma 6e chimio, on est au mois de juin, et là, on m'annonce vraiment qu'à la fin, je serai complètement épuisée et que c'est normal. Et bizarrement, moi, je reprends du poil de la bête. Je retrouve de l'énergie, je commence à remonter la pente, je me rends compte que cette partie du traitement est terminée et qu'il va falloir maintenant que je commence à vivre. Donc, 6e chimio, ça se passe parfaitement, je n'ai pas de nausées, je rentre à la maison, je récupère très vite et ça y est, maintenant, je suis bien décidée à vivre autrement. Alors, pendant ce parcours, je suis aidée par différentes pratiques que je trouve par-ci et là. Je trouve la respiration de pleine conscience, des écoutes méditatives. J'ai beaucoup de mal, mais j'essaye de faire ce que je peux. Et là, donc, après la chimio, donc, je commence mes séances de radiothérapie. Et là, c'est la transformation. Je m'inscris pendant cette période où je suis censée être fatiguée. Je m'inscris à des cours de danse latine. Je commence à me réapproprier mon corps. Je commence à m'accepter, etc. Et ça va durer à peu près 6 mois comme ça, où je recommence à renaître tout doucement. Je reviens à la vie. Et je suis toujours, le soir, je reste bloquée sur cette pensée que finalement, les choses ont commencé à changer pour moi à partir du moment où j'ai compris que tout était dans le lâcher-prise. Donc, il y a une chose très nette qui m'apparaît cette année-là, donc on est fin 2013, je réalise que finalement, à l'intérieur, j'avais des besoins, j'étais en attente de plein de choses et je pensais que j'allais tout avoir, tout recevoir de l'extérieur en fait. J'attendais l'amour, j'attendais la reconnaissance, j'attendais plein de choses. Qu'en fait, ça n'a fait que m'enfermer un peu plus dans ma petite prison que j'avais construite et que j'aborde mon traitement avec le personnage que je suis à ce moment-là, c'est-à-dire toujours dans l'attente d'une explication venant de l'extérieur. Et là, les chimios, mon attitude qui change me permet de comprendre qu'en fait, il suffit simplement que de l'intérieur, je lâche prise, c'est-à-dire que moi, je donne mon autorisation de recevoir ce traitement, hein, avec ma respiration, mes pratiques, et que là, tout change complètement. Du coup, la vie, elle est moins dure. Je suis dans l'acceptation, je suis dans l'ouverture, et c'est là que commence ma renaissance, en fait. Donc ça, c'est une compréhension qui déjà, à ce moment-là, à l'issue de cette année difficile, est bien ancrée en moi. Et c'est quelque chose qui m'émerveille, quoi. Je suis sur la comète en me disant, waouh, je viens vraiment je viens de vivre ça dans mon corps, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut que je le dise à tout le monde, quoi. Et j'ai envie de dire à tout le monde, mais attention, il faut lâcher, il faut être plus cool, il faut parce que quand on s'autorise des choses, on peut les atteindre. Et c'est quelque chose qui me excuse-moi, mais ça me,
ça a été vraiment quelque chose de très, très fort. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment envie de le partager avec tout le monde en disant, voilà, ne faites pas comme moi, j'ai passé ma vie à cohabiter avec le stress, à chercher à l'extérieur alors que tout est en moi. Par contre, j'ai cet élan, j'ai cette envie, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je l'ai appris dans la maladie, mais je voudrais aider les autres, mais surtout pas leur permettre d'arriver jusqu'où moi j'ai été. Et je n'ai pas d'outils, en fait. Alors, je sens que je ne suis pas encore bien consolidée, donc je reprends mon activité professionnelle qui est très prenante, avec plein de nouvelles décisions, une nouvelle posture, et j'essaye de l'appliquer au quotidien. Et je le fais les premiers mois. Hein. Je réduis mon volume de travail, je prends du temps pour moi. Mais très rapidement, malheureusement, vous savez, la vie me rattrape et je suis repartie à nouveau. Et là, mes anciens fonctionnements reprennent le dessus. Je commence encore à nouveau à me perdre et je sens que je suis en train de m'éloigner de l'objectif. Alors, je deviens boulimique de formation. Je fais tout ce que je peux trouver. Donc, je me forme en respiration consciente. J'ai eu la chance de découvrir une technique extraordinaire qui m'a aidé à me libérer de mes blessures internes. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup crié, beaucoup gesticulé. J'ai lâché plein de choses. C'est la transformationnelle breath, respiration transformatrice. Donc, c'est énorme. Je suis convaincue que c'est ça la voie et qu'il faut que j'en fasse une activité. Donc, je me forme, je suis facilitatrice certifiée, groupe leader, etc. Et puis, voilà, je continue mon chemin et je prends de plus en plus d'assurance. Par contre, je sens quand même qu'il y a encore des choses en moi qui ne sont pas tout à fait consolidées. J'ai quand même un peu peur du lendemain. Donc, je n'ai pas cette sérénité que je croyais avoir atteinte. Et j'ai une intuition, c'est que le chemin n'est pas fini, en fait. Je veux aider, mais je commence mes petites séances d'aide avec des amis et rapidement, je suis déstabilisée parce que les autres sont le miroir de moi-même et je me rends compte qu'il y a plein de choses intérieures que j'ai encore pas résolues, pas réglées, qui sont là. Et puis voilà, je m'intéresse à la physique quantique, aux neurosciences, à la neurobiologie, puisque je suis de formation scientifique. Et je me forme au coaching de l'Institut des neurosciences. Donc, ça dure une année, c'est extraordinaire. Je suis très excitée, je vais à toutes mes séances, c'est formidable. J'ai une méthodologie, j'arrive à prendre conscience de plein de choses qui ne fonctionnent pas chez moi, puisque nous-mêmes, on est accompagnés, et c'est énorme. Et à la fin de la formation, je sens encore que les choses ne sont pas tout à fait clarifiées pour moi, qu'il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Et là, voilà, c'est le confinement, en fait, et on se retrouve en cessation d'activité. Et étonnamment, je suis très contente de ce moment-là. Je vois les autres autour de moi qui font grise mine, et moi, je suis ravie parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai eu du temps pour moi, j'ai su le mettre à profit. Et là, je prends conscience que tout mon parcours m'a conduit à la prise de conscience de choses, de blocages que j'avais. Mais en fait, je ne sais toujours pas qui je suis. Et c'est là que je rencontre l'Ikigai. Donc, je tombe sur tes vidéos, Christopher, et je découvre ta façon d'exprimer les choses et ce concept Kikigai qui m'intrigue. Je me sens naturellement attirée par ça. Et puis, je suis ce webinaire, j'accepte cet entretien téléphonique. Et là, à travers les questions, la façon dont les choses me sont présentées, il y a comme une évidence, en fait. Pour moi, ça y est, enfin, je l'ai trouvé, quoi. J'ai trouvé, j'ai le sentiment d'avoir fait, en fait, un chemin complètement à l'envers et que là, je vais revenir à la source puisque l'accompagnement va me permettre de me connecter finalement à mon talent. Avant de savoir ce que j'ai comme blocage, quelles sont mes résistances, quelles sont mes croyances, je crois que j'avais vraiment besoin d'entendre déjà que j'étais une hypersensible, que ça faisait plus de doute pour toi, puisque tu en es aussi un. Tu as su me le dire, et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu l'as dit, j'ai fondu en larmes parce que je me disais, mais c'est la première fois dans tout ce parcours que quelqu'un met en mots en fait la personne que je suis. Donc je suis quelqu'un d'ordinaire,
je ne suis pas plus mauvaise qu'une autre personne. J'ai un fonctionnement qui est différent, mais il y a des personnes qui peuvent me comprendre. Et voilà, l'effet miroir que j'ai tellement attendu, en fait, je l'ai à travers toi, à travers ton expérience. Et puis surtout, la promesse d'aller à la source, c'est-à-dire d'abord de découvrir qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, quelles sont les choses qui font sens pour moi, et enfin pouvoir utiliser tous les outils que j'ai acquis, puisque j'ai fait le chemin à l'envers, pour pouvoir maintenant les mettre au service des autres. Et c'est ça qui fait sens, en fait. Donc, tu vois, j'ai tout de suite accepté le parcours parce que j'ai toujours su, et la maladie me l'a bien apprise, et encore une fois, merci à cette épreuve, mais merci, je le dis très sincèrement, elle m'a appris que la seule chose qui importe finalement pour moi, c'est ma santé et mon bien-être. Donc, difficultés financières, bien sûr que j'en ai, surtout avec le confinement, l'incertitude, mais je me suis dit, allez, c'est pas grave, il y a tellement de choses que tu peux rogner, que tu peux mettre de côté pour pouvoir enfin poursuivre ta quête, en fait. Et donc, voilà, on a commencé le parcours ensemble, et après, je pense que tu es plus à même de dire quel était l'élève, entre guillemets, en tout cas la future coach Ikigai que tu as accompagnée. Voilà. Et donc, ce cheminement, l'ikigai, en fait, m'a apporté la paix, un vrai sentiment de sérénité. Pour moi, aujourd'hui, en fait, la boucle est bouclée, en fait. La boucle est bouclée par rapport à mon histoire, par rapport à... Tout a pris du sens. Et tellement de sens que, tu vois, si j'avais un vœu, en fait, à faire aujourd'hui, euh, j'ai juste envie de dire à tout le monde, ou de dire aux gens, il faut commencer par le début, en fait. Le début, c'est déjà aller se rencontrer soi. Ok, je suis là, je suis dans ce monde pour vivre des expériences. Je dois d'abord me rencontrer moi, savoir quelles sont mes aptitudes, qui je suis profondément. Et ça n'a rien à voir avec mon éducation, c'est la personne que je suis, en fait, que je suis venue incarner ici. Et sur cette base-là, en fait, construire ma vie, en fait, faire mes choix. Que ces choix-là soient les miens et pas ceux qu'on m'a enseignés, ceux qu'on m'a inculqués, pas des standards, pas des standards. Voilà, donc je pense que quelque part ma vie elle est banale, peut-être si ce n'est la maladie, mais je suis une hypersensible, donc incomprise, et qui petit à petit a appris à s'apprivoiser, a appris à se connaître. Et aujourd'hui, je dis merci la vie, en fait. Je dis merci la vie parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris par mon expérience, j'ai compris dans mes cellules, j'ai compris. J'ai j'ai tellement fait de formations dans toutes les directions. Mon hypersensibilité est un cadeau. Elle est un cadeau immense, en fait. Euh, J'aurais voulu être autrement quand j'étais petite. Je souffrais tellement que j'aurais voulu être comme tout le monde. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, merci la vie, quoi. Je pense qu'elle me permet de prendre la mesure des choses. Elle me permet d'appréhender les choses vraiment à leur juste valeur. Mon mode de réaction est plutôt instinctif, en fait. Je ressens les choses avant de les conceptualiser. Ça, j'ai réussi à transformer ça, puisque mon formatage m'avait éduqué différemment. Et je fais confiance à mes intuitions. La vie aujourd'hui, pour moi, elle a pris tout son sens, toute sa mesure, et je pense que toutes mes expériences, en fait, m'ont préparé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est hyper stressé, et on le comprend avec toutes ces incertitudes, toutes les difficultés qu'on traverse depuis 2 ans, mais je me rends compte que j'arrive quand même j'arrive à, j'arrive à passer au travers sans trop de difficultés, parce que
Moi, le stress, la peur, j'ai toujours vécu avec, en fait. J'ai toujours vécu avec. J'ai tellement été stressée pour pouvoir briller, pour pouvoir me faire remarquer. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer ce stress et il ne, il ne me limite pas, en fait. Aujourd'hui, je sais que c'est juste un état et je l'accepte parce qu'à côté de ça, je sais ce que je peux donner, je sais ce que je ne peux pas donner, je sais qui je suis, je connais mes valeurs. Avant de savoir ce que je ne connais pas, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est pouvoir aider les autres, parce qu'on est tous en lien. Et c'est pour ça que je suis coach, oui. Je suis accompagnatrice, je suis là pour témoigner en fait de mes compréhensions, de mes ressentis, de mes observations. Il y a eu toute une première partie après la maladie où j'avais envie, en fait, j'avais envie d'aider les gens. Et j'avais tellement envie de le faire que ça partait dans tous les sens, en fait. J'essayais de les convaincre, hein, j'essayais d'apporter tout de suite des solutions. Donc, j'étais dans l'argumentation. Tu vois, tu devrais faire ça, je pense que tu devrais. Et en fait, le constat, il était évident, c'est que bah, les gens, ils écoutaient, mais en fait, ils n'appliquaient pas. En fait, j'avais rien transformé chez eux, c'était mon ressenti que j'avais donné. Et ça, tu vois, mon activité professionnelle, elle est extraordinaire parce que dans ma pratique, ben, c'est pareil, en fait. Les gens viennent, je donne des conseils, ils repartent, je les revois en contrôle derrière et en fait, rien n'est fait. Ils n'ont pas compris. Tout ça, en fait, aujourd'hui, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aider les gens, vraiment. Je ne suis pas là pour aider les gens. Je suis là pour les transformer. Mon objectif, c'est d'amener une vraie transformation. Mon objectif et mon sens, le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de permettre aux gens, en fait, de retrouver leur autonomie. Je veux que, comme moi, ils aient suffisamment de clarté et puis qu'ils puissent dire, OK, à tout moment, j'ai le choix. Donc, bien sûr, cette situation, elle m'ébranle, elle me perturbe et c'est normal. Mais comme j'ai des outils, je vais rebondir vite. Et puis, je décide d'agir de cette façon-là. Voilà. Et je décide, pas avec ma tête, mais je décide parce que mon alignement, mon corps me dit, fais-le. C'est ton accord avec toi. Fais-le, tu te sentiras bien par rapport à ça. Du coup, ben, on ne cherche plus à briller dans le regard de l'autre, en fait. On, on fait, c'est tout. Avec toujours cette intentionnalité, c'est que j'ai rien à apprendre aux autres, en fait. Et tout le monde a toujours, tout le monde a toutes les réponses en lui, en fait. Moi, je me positionne de façon très, très humble aujourd'hui. Je, je ne sais rien, je n'ai rien à apporter. Tout ce que je peux faire, c'est témoigner de mon expérience, c'est amener l'autre à se poser les bonnes questions, lui donner envie ben, de faire ce travail d'introspection, lui donner envie de s'aligner, lui donner envie de vivre. Parce que moi, je vis pleinement, je vis profondément, je vis intérieurement. Et je suis pleine de gratitude. Je suis pleine de gratitude. Je, j'aime la vie, j'aime les gens, c'est difficile à exprimer tellement c'est évident en fait. Voilà. Je prends les gens comme ils sont et je me dis voilà, c'est toutes ces croyances, toutes ces idées erronées, toutes ces blessures qui n'ont pas été résolues, qui amènent telle personne à se comporter comme ci, comme ça, à dire ceci, cela. J'essaie d'adopter un langage, une posture qui peut être comprise, mais je ne cherche pas à plaire. Je veux dire, voilà quoi. Je passe mon chemin si j'estime que j'ai rien à faire là en fait. Aujourd'hui, ma pratique, l'ikigai, donc oui,
J'ai la chance d'être ma première maître praticien Ikigai et j'en suis très fière. Euh, Ma pratique aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les personnes qui le demandent, celles qui arrivent en fait à un moment de leur vie où elles se disent oh, waouh, là je suis, je sais plus. Je me pose des questions, je me rends compte que je pourrais faire ça, mais j'ai plus trop confiance. Voilà, je manque de ressources. À ce moment-là, je pense que je peux les aider. Je peux les aider à se reconnecter à qui elles sont vraiment et à trouver cette force en fait à l'intérieur, quoi. Parce que la confiance, elle est en nous. La confiance, c'est quelque chose qui se cultive, mais encore faut-il aller la rencontrer. Donc aujourd'hui, toutes mes formations, toutes mes compréhensions dans tous les domaines, mon univers scientifique, etc., tout ça aujourd'hui vient alimenter un petit peu cet accompagnement-là. Mais je suis pleine de gratitude vraiment, Christopher, pour l'ikigai que tu as introduit en France, pour le concept que tu as mis en place, parce que tu vois, c'est toi finalement qui auras bouclé ce parcours. Et je sais que maintenant, je vais bien sûr continuer à acquérir des outils, mais ça ne se fera plus de façon désordonnée. Être hypersensible et être multipotentiel, c'est pas si simple. C'est ce que tu décris comme ce mode de pensée par arborescence. Moi, j'ai la capacité de faire des tonnes de choses en même temps, des tonnes de lectures en même temps, des tonnes de centres d'intérêt en même temps. Et je me suis perdue, en fait. Aujourd'hui, tout ça m'a ramené à l'essentiel. En fait, me recentrer sur moi, sur mon ressenti, et puis être dans l'écoute. Et en fonction de cette écoute-là, suivre un peu ce que mon intuition va me dicter et accompagner la personne dans ses possibilités et accepter son rythme surtout, son rythme d'évolution, sans la heurter. Et c'est ça qui conduit à la transformation. Donc, c'est toujours des accompagnements qui s'étalent dans la durée, en général sur une période de 3 mois, euh, avec plusieurs sessions par semaine, avec une disponibilité. Le but, c'est pas de donner des nouvelles connaissances, parce que les connaissances, elles sont accessibles aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout. Je veux dire, moi, je suis pas là pour apporter des connaissances complémentaires. Par contre, ce que je peux apporter aux gens, c'est l'expérience. On peut travailler un concept, on peut travailler sur la confiance, mais la difficulté, c'est de pouvoir l'intégrer dans sa vie, le mettre en pratique au quotidien. Et ça, c'est le suivi, en fait, que je peux apporter. Voilà. Et ça, c'est l'ikigai qui m'a appris à faire ça. Donc, voilà un peu pour te parler de la personne que je suis et de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui de ma vie, de ce que je fais et puis de mes objectifs futurs. Un grand merci Marie-Josée pour ce parcours vraiment inspirant. Et pour tous ceux qui écoutent, c'est vraiment, pour moi, tu es l'exemple parfait d'un coach, un coach, un coach qui transforme des vies, mais qui à la fois a confiance en elle, une confiance qu'au maximum, mais tout en ayant l'humilité. L'humilité de comprendre que la transformation vient des autres. Tu ne peux pas transformer leur vie à leur place. Prendre conscience que ton rôle, c'est juste de les mettre sur le chemin de leur vie, mais en ayant confiance, tu sais que tu transformes leur vie, mais sans penser que d'être un super, d'être Dieu ou d'avoir un super pouvoir, de pouvoir tout changer. Et je pense que c'est ça qui permet de transformer des vies. Et ton parcours est, waouh, est très, très, très inspirant. D'autant plus que je sais comment tu accompagnes les gens et je peux en témoigner que en Europe, voire même dans le monde, des personnes qui ont un impact comme tu as, il n'y en a pas 5. Vraiment. Merci, merci de ta confiance, vraiment. Et ton parcours, d'être passé par toutes ces difficultés, je trouve que wow, c'est ce qui te permet justement d'avoir encore plus plus de pouvoir. Et justement, cette hypersensibilité, comment tu l'as transformée? Parce que je me rappelle qu'au début, c'était quelque chose qui était difficile à gérer pour toi. Mais aujourd'hui, wow, tu la maîtrises parfaitement et c'est comme si tu avais un pouvoir magique. Comment tu percevais cette hypersensibilité avant?
comment ta perception a fait que bah, c'était quelque chose de difficile, que maintenant, ça fait que waouh, c'est un vrai pouvoir magique et que tu comprends ton fonctionnement et que tu as une longueur d'avance, entre guillemets, sur les autres qui n'ont pas un fonctionnement pareil. La grande difficulté quand j'étais plus jeune, c'était l'incompréhension en fait. En fait, elle était présentée par les autres comme étant un obstacle. C'était une difficulté, c'est quelque chose dont je devais absolument me défaire parce que ça dérangeait tout le monde. En fait, j'ai le sentiment que ma présence dérangeait tout le monde. Alors, c'était difficile parce que ça allait jusqu'à la culpabilité. En fait, on me culpabilisait en me disant, mais avec tout ce qu'on a fait pour toi, avec tout ce qu'on t'a donné, regarde, tu es une ingrate, regarde, tu ne te rends pas compte, regarde. Alors qu'en fait, moi, mon baromètre, il était ailleurs. Et je me souviens de moments, c'est fou, hein, mais je le partage. Quand j'étais enfant, honnêtement, je n'ai jamais été, mes parents n'ont jamais porté la main sur moi, mais des fois j'avais des reproches. Hein, ma mère me faisait des reproches, plus ou moins mérités, je ne sais, je ne saurais dire, mais je l'entendais qui criait, qui élevait un peu le ton, et je me mettais à pleurer en lui disant, mais je ne veux pas entendre ça, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça, frappe-moi plutôt. Voilà. Pour dire que les mots, le pouvoir des mots, le fait d'être critiqué, c'était une telle agression dans cette vulnérabilité que j'avais, ça me transperçait le cœur. J'étais prête à faire l'expérience des coups plutôt que de continuer d'entendre ça. Donc c'est quelque chose qui était absolument invivable, invivable. Et j'enviais des gamins que j'avais en classe, en primaire, qui s'en foutaient de tout, qui pouvaient dire ce qu'ils voulaient. On fait tous les effrontés de la classe. Moi, je les enviais parce que j'étais totalement l'opposé de ça. Et la souffrance, c'était ça, en fait. C'était une grande incompréhension. Je vois là, tu vois, je m'imagine avec un grand point d'interrogation au-dessus de la tête, quoi. Je ne vois pas comment on peut vivre avec ça si on n'a pas accepté cet état-là. Et donc, très tardivement dans ma vie, mais vraiment petit à petit, je commence à comprendre que ben, je suis hypersensible, que je pleure facilement, que je suis touchée par la souffrance, que plein de choses. Mais personne dans mon entourage ne met ça en mots. Il a fallu que je te rencontre, toi, l'année dernière, pour que tu me dises, tu es une hypersensible. Et là, je m'effondre. Je m'effondre. C'est fou, quoi. C'est fou de traverser cette vie-là et de se dire, waouh, c'est juste maintenant que je comprends. Et là, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter et je me dis, mais finalement, c'est grâce à ça que j'ai fait ça. C'est grâce à ce tempérament que j'ai évité telle ou telle embûche. Parce que même si c'était un peu en conflit intérieur, ben, j'avais de plus en plus tendance à m'écouter moi et à me centrer. Et j'ai réalisé que les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, celles qui vraiment ont entraîné des changements, c'était parce que je m'étais écoutée. Donc finalement, l'hypersensibilité, c'est une capacité à être encore plus à l'écoute de soi. Donc on est beaucoup plus dans le subtil en fait, et donc on a moins de chances de se tromper, je trouve. Aujourd'hui, c'est là, et c'est comme si j'étais plus proche en fait de la nature, des éléments naturels, des fois j'ai envie je me décris presque comme un petit animal qui vient de naître, qui est vraiment dans cette vie-là, un peu craintif de tout. Et je me dis, mais moi j'ai un peu ce mode de réaction, c'est que tout de suite, les instincts se déploient, la perception se déploie. J'ai déjà fait à peu près la synthèse de ce qui va se passer et je vais agir en fonction. Donc j'ai un temps d'avance en fait. Et c'est génial d'être hypersensible. C'est génial. Moi, je ne me mens pas à moi-même. Je veux dire, il y a une difficulté, ben je vois la difficulté. J'anticipe sur des scénarios possibles, plusieurs scénarios, mais surtout, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, aujourd'hui, j'ai confiance en la vie, parce qu'elle a fait de moi la personne que je suis, parce que mon parcours est atypique et j'en suis fière. Et il y a forcément quelque chose de positif pour moi, un élément à comprendre, quoi. Donc, cette hypersensibilité me permet, je pense, encore plus
que d'autres, de prendre cette vie un peu comme une aire de jeu, comme une terre d'expérience où les difficultés sont là, mais elles s'inscrivent dans le flux de la vie, dans le cycle. Et il faut juste savoir comment je peux transmuter ça justement pour que pour moi, ça soit le plus doux possible. J'ai besoin de moments pour moi de plus en plus, si tu veux, parce que je sais que les réponses sont dedans. Donc, je suis un peu casanière. J'ai besoin de moments où j'ai besoin d'être un peu dans ma bulle, parce que je replonge un peu à l'intérieur, je revisite des situations et je les prends avec mon mode de réaction. Voilà, c'est un mode de décryptage des choses, en fait. Je prends, je laisse infuser, et puis je ressors avec mon ressenti. Donc, j'ai mis un peu plus de douceur, j'ai dédramatisé, et puis je tente. On est des chercheurs. Je pense que j'ai de beaux outils pour chercher. Donc, vive l'hypersensibilité. Merci de partager tout ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es, je ne vais pas employer le mot coach. Quelle est la différence entre un coach, un thérapeute et quelqu'un qui transforme vraiment des vies? Toi qui es passé aussi par ce chemin, pour toi, quelle est la différence avant quand tu étais coach et maintenant le fait de transformer des vies? C'est quoi la différence? Ça dépend si tu veux, parce que je me suis pas. Le mot coach, en fait, il peut être défini, interprété de mille et une façons. Je reformulerai ta question en disant quelle est la différence entre le moment où je voulais aider les gens et entre la période aujourd'hui où je ne cherche pas à les aider, mais à les transformer. Donc, aider les gens, c'est quoi finalement? Et c'est ce que font la majorité de mes collègues, hein, ce que font la majorité des personnes. Aider les gens, c'est se faire payer pour le temps qu'on leur consacre. C'est questionner, essayer de les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc, on pose une intention et on essaye de les amener là. OK. Moi, aujourd'hui, ma démarche, elle est un peu différente. Elle est un peu différente puisque je pense que déjà, je me positionne plus en tant que thérapeute. Alors, ça me plaît bien ce mot thérapeute parce que comme je suis de formation médicale, ça s'inscrit tout à fait dans mon éducation, hein, dans ce que j'ai toujours incarné. Je me positionne plus en tant que thérapeute parce que je prends quelqu'un qui est à un stade A de sa vie, qui a des blessures, hein, qui a de la douleur et qui a envie de sortir de ça. Et je lui promets en fait un accompagnement qui va lui permettre justement de ne plus ressentir la douleur et d'avoir un vécu différent. Donc, ça va passer bien sûr par l'écoute, ça va passer par un certain nombre d'outils qui sont communs, mais l'intention que je pose, elle est différente. Et mon objectif, c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire amener la personne d'abord à se rencontrer, dans un deuxième temps à se libérer de tout ce qui a été des freins, des obstacles, les résistances, et pouvoir ensuite repenser sa vie sous forme d'un rêve, mais le vrai rêve, ce qu'elle a envie de réaliser dans son existence. Donc, par rapport à elle, pour moi, ce rêve-là ne peut être établi qu'à partir du moment où déjà je sais, moi, profondément, qui je suis. Sinon, j'emprunte le rêve de Pierre-Paul Jacques, le rêve de ma famille, le rêve de la société, le rêve d'eux, et c'est bien sûr inaccessible si je n'ai pas les capacités d'eux. Donc, à partir du moment où la personne elle a établi son vrai rêve, c'est lui donner les moyens de pouvoir l'atteindre. Donc, c'est ça la transformation. C'est on se rencontre et on va faire un bout de chemin ensemble pour que tu sortes en étant quelqu'un de nouveau, en fait. C'est comme le passage finalement d'un tunnel. Hein. Je me dis que ça s'inscrit dans la vie. Je suis en train de prendre conscience de ça. Hein. On dit que toujours la vie, c'est un tunnel. Ça, je l'ai apprise dans une formation extraordinaire que j'ai faite, celle du professeur Aziz El Amrani, la dynamique matricielle, où on a le stade où on est contracté, où en fait on ne sait pas ce qu'on veut, on est un peu dans le chaos, et on va traverser en fait un vortex et sortir de l'autre côté où on est dans l'expansion. En fait, ma transformation en coaching, elle s'inscrit complètement dans ça. La personne arrive avec sa douleur. Moi, je vais l'accompagner dans cette traversée du tunnel pour identifier avec elle ses ressources,
l'amener à prendre conscience des possibilités qu'elle a pour sortir de cette situation-là. Et ensuite, on va sortir donc de l'autre côté, où là, c'est le champ de tous les possibles. La vie est possible, on est sorti de l'autre côté du vortex. C'est le fameux SAD, CAF, Noun dans les traditions anciennes. Le SAD, la contraction, le CAF, la traversée du vortex, et la libération dans le Noun. Donc, tout ça, ça fait partie des enseignements que j'ai reçus. Et je peux mettre aujourd'hui tous ces outils vraiment pour accompagner mes prospects. Je ne sais pas si mes propos sont vraiment clairs, mais c'est presque difficile en fait à mettre en mots, tellement c'est profond et tellement c'est réel et presque évident aujourd'hui, ce cheminement-là. Ma vie tout entière m'a démontré qu'il ne peut pas en être autrement, en fait. Je dois d'abord me rencontrer avant d'avoir la moindre prétention. Et on pourrait le dire autrement aussi. Aujourd'hui, encore plus dans la période dans laquelle on traverse, on a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont perdus, donc qui sont en mode survie, en fait. Et souvent, ce qu'on observe dans le domaine du développement personnel, c'est des personnes qui veulent partir, qui veulent amener les autres donc, en survie, ou elles-mêmes, des coachs qui sont en survie, et qui pensent qu'ils vont atteindre le succès. Honnêtement, comment on peut partir d'une situation de survie à une situation de succès? Mais c'est totalement illusoire. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'étais en survie et pourtant, je pensais que... Et je me suis usée à ça. Il y a une étape intermédiaire. Et c'est là que je retrouve l'ikigai, en fait. L'étape intermédiaire, c'est une étape où je dois construire une sécurité. Je suis dans la survie. Je dois trouver la sécurité. Cette sécurité, donc, c'est mes valeurs, mes ressources, mon alignement, le travail sur moi-même, appréhender qui je suis moi. Et sur cette base-là, je vais construire maintenant mon succès. Et c'est le même cheminement, moi, pour un prospect. Donc, la sécurité, on va la travailler à travers l'ikigai. Retrouve ton ikigai, construis-toi. Et maintenant, on va aller vers le champ de tous les possibles. Donc, la confiance, tu vas la gagner. La sécurité, c'est la confiance. C'est l'estime de soi, c'est l'image de soi, c'est plein de concepts qu'on apprend en coaching. Tout ça va se construire sur cette phase intermédiaire. Et je trouve que dans le domaine de l'accompagnement aujourd'hui, et j'en ai côtoyé dans les formations que j'ai faites, beaucoup de coachs, de gens bien intentionnés, avec une vraie envie d'aider l'autre, mais qui sont toujours dans cette croyance que je suis là, entre guillemets, un bras cassé, j'ai du mal moi-même, mais il faut que je gagne ma vie, il faut que j'aide les gens, il faut que, je vais faire un bond. Mais on ne fait pas de bond dans la vie. La vie, c'est des cycles, donc je suis là, je vais remonter déjà un petit peu, je vais me stabiliser à ce niveau-là, peut-être que je vais chuter, et puis je vais remonter, mais à chaque fois, c'est des expériences que je vais acquérir qui vont m'amener vers mon objectif. C'est cette idée de fractionner les choses, en fait, de faire les choses étape par étape. Alors, ce n'est pas forcément des petits pas, toujours, ça peut être des grands pas, parce qu'il y a de grandes prises de conscience, de grandes réalisations, mais cette étape est essentielle. Et ça, c'est vrai que l'ikigai m'a posé, en fait. L'ikigai m'a posé, il m'a montré à quel point mon parcours, de toute façon, ne pouvait pas aboutir. Et tu vois, mon hypersensibilité m'a permis à chaque étape, en fait, de me rendre compte qu'il me manquait un truc. C'est là aussi que je remercie ce tempérament. Parce que j'aurais pu me contenter de ma formation à l'INA, j'aurais pu me contenter de plein de formations que j'ai faites avant, en me disant, ça y est, j'y suis arrivée, je sais faire cet acte-là. Mais moi, je ne suis pas là pour vendre une formation sur la respiration, je ne suis pas là pour vendre ceci, pour vendre cela. Moi, je veux apporter une transformation. Donc, j'ai une boîte à outils que je mets au service de mon accompagné, de mon coaché, et je vais essayer de le transformer. Et tu vois, je me dis que si je devais partir demain, si j'accompagne une personne dans ma vie et que j'arrive à la transformation, déjà j'estime que j'ai réussi ma vie parce que j'ai donné du sens à toutes mes compréhensions, à mon propre parcours.
Si j'accompagne 10, 100, plus de personnes, mais c'est d'autant mieux. Mais tout est cadeau, en fait. Tout est cadeau. Et je le dis profondément. Ce ne sont pas des mots, des phrases que j'ai lues. Je le vis comme ça. Tout est cadeau. Et ce monde est magnifique. Et on peut le voir sous différents angles. On peut reconstruire notre carte du monde. C'est ton expression, Christopher, que j'aime beaucoup. Et vivre la vie autrement, en fait. Tout dépend de quel côté on se situe. Même aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on peut apprendre à se placer sous un autre axe et relativiser certaines choses. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire, tout ne nous appartient pas, mais on a encore beaucoup, beaucoup de libre arbitre. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci de ce partage. Et pour tous ceux qui écoutent, vraiment, vraiment merci. Merci de la personne que tu es, parce que je ne sais pas si vous avez été attentif, les personnes hypersensibles le ressentent d'autant plus quand tu es aligné, quand tu es dans l'accompagnement et que tu es aligné, ça dépasse les mots. Et quand quelqu'un est missionné de transformer la vie des gens, qui est aligné, comme tu l'es aujourd'hui, bah, ça se ressent. Et c'est ce qui fait, selon moi, que beaucoup de coachs, thérapeutes ne transforment pas des vies, amènent juste un petit pansement dans la vie des gens. Déjà, un pansement, c'est déjà pas mal, hein. On va mieux quelques heures. Et toi, vraiment, tu impactes des vies, tu transformes des vies. Et justement, à tous les coachs, thérapeutes ou ceux qui veulent devenir coach, thérapeute ou dans l'accompagnement, même formateur, qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Imagine que tu reviens en arrière, tu es au tout début, voilà, tu as envie t'as envie de te lancer dans l'accompagnement. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pas? Quelles erreurs que tu as fait, tu ferais pas? Et quel chemin tu prendrais pour aller encore plus vite? Ben, je dirais déjà, je vais être très concise parce que j'ai déjà exprimé beaucoup de choses. Je pense vraiment que pour être un bon coach, un bon thérapeute, finalement, euh, la vocation de ces métiers-là, c'est d'aider l'autre, hein. Et je reviendrai à ce dicton tout simple qui dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Pour moi, un coach aligné est d'abord conscient de lui-même. Donc il faut amener de la conscience sur qui on est soi-même avant de se lancer dans ce genre de défi. Parce que ça peut devenir très rapidement difficile à vivre. Ensuite, il faut sortir de cette tendance à vouloir convertir son temps, le temps passé en argent. Parce qu'on en vient finalement à poser des pansements, comme tu dis, puisque ma séance, c'est 80 euros, c'est 100 euros, c'est 120 euros. Je fais une séance. OK, à l'issue de la séance, la personne a compris deux, trois choses. Elle va le comprendre pendant quoi? Quelques jours, une semaine, quelques mois. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien de façon concrète, en fait. On n'est pas là pour convertir notre accompagnement en temps passé, en fait. Le plombier, il vient, il fait une action, il dit « Ok, moi j'ai mes frais de déplacement, mon temps passé, ça vaut tant, payez-moi. » On paye. Mais nous, on est dans la vie de quelqu'un, on est en train d'apporter un vrai changement. On va apporter de nouvelles perspectives, on va apporter une transformation. C'est pas monnayable, ça. C'est pas monnayable. Combien ça coûte d'avoir confiance en soi? Combien c'est le tarif pour être heureux? Mais il n'y a pas de tarif. C'est comme si on demandait mais combien ça coûte pour être en bonne santé? Ben, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien réaliser, en fait. Je trouve qu'on est un peu dans le domaine de l'absurde aujourd'hui, quoi. On a pris des modèles sociétaux et on les a transposés dans le domaine du bien-être. Mon temps, c'est 80 balles. Et c'est pour ça qu'on s'entend encore dire par certains clients « Ah ben c'est trop cher ». Parce qu'il va le ramener, lui, à sa valeur temps. Sa valeur temps, c'est ce que lui gagne au tarif horaire. Mais ce n'est pas possible d'avancer comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes dans le développement personnel qui sont mal, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, mais il y a l'urgence de finir ses fins de mois, surtout quand on a arrêté toute autre activité. Je m'en sors pas, je machin, ce qui crée une pression. Et plus je suis sous pression, moins je suis alignée, moins je serai un bon coach ou thérapeute. Et puis surtout, moi, je suis en danger si je suis en conflit avec moi-même.
Moi, j'ai connu la maladie pour avoir été en conflit avec moi toute ma vie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré. C'est surtout le chemin à ne pas suivre, en fait. Dans le domaine du bien-être, ce qu'on donne, la valeur ajoutée qu'on apporte n'est pas monnayable. Ça, déjà, il faut se l'intégrer. Maintenant, bien sûr, c'est un échange de prestations. En toute conscience, on va valoriser son temps. On va se dire, OK, moi, j'estime qu'avec ça, j'y trouve mon compte par rapport au temps, par rapport à l'implication, par rapport à la transformation que j'apporte, j'y trouve mon compte. Donc, on va fixer une valeur. On peut tenir compte des difficultés de la période, de plein de choses, mais ça, ce sont des paramètres qui nous appartiennent. Et si on aborde les choses sous cet axe-là, eh bien, ça fait toute la différence. Parce qu'on comprend qu'en fait, ce qu'on apporte, c'est une valeur ajoutée, c'est un plus, c'est quelque chose qui est hors tarification. Pourtant, on le donne parce qu'on a intégré le fait que notre vie a plus de sens si on est sur ce chemin-là. Pour moi, c'est ça l'alignement. Je n'ai pas à me justifier pour ce que je fais parce que mon prospect me fait confiance. Mon prospect sait que je suis là pour lui. Et quand on se rencontre, je suis là pour l'amener à prendre conscience de plein de choses, sans que cela ne lui fasse mal. C'est ça qu'il faut rajouter aussi. C'est un parcours qui est doux, parce qu'il va s'adapter en fait aux besoins de la personne en fait. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu vois, ce ressenti, cette prise de conscience qui s'est faite pendant la formation qu'on a faite ensemble, Christopher, elle a permis de me déculpabiliser complètement par rapport à la question financière. L'argent est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, moi, ce n'est pas ma fin. Je ne vis pas pour gagner de l'argent. Je vis pour faire des choses qui ont du sens et de façon juste. J'ai besoin d'être rétribuée pour ça parce que l'argent est le moyen de me former encore plus, le moyen de me libérer intellectuellement d'autres contraintes, celle de payer mon loyer, celle de me nourrir, etc. Et du coup, ça dégage de la disponibilité. Et si je suis disponible, je suis la meilleure version de moi-même. Je suis totalement dans l'ouverture pour accueillir l'autre et le transformer. C'est ce que Éléonore dit dans le chat, elle dit respect de la loi du donner et du recevoir. Exactement. Exactement. Éléonore, c'est une grande dame, c'est ma marraine, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Et je suis très, très heureuse qu'elle prenne le temps là de me suivre. Éléonore, je t'aime beaucoup et vraiment, je suis très heureuse que tu sois là. Parce que je pense aussi beaucoup à toi à travers toute cette transformation. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très inspirantes, dont tu fais partie, Christopher, qui m'ont aidé à façonner un peu ce chemin de vie. Et vraiment, je vous aime dans mon cœur et j'ai plein de gratitude. Et Éléonore en fait partie. Merci d'être là pour moi, Éléonore. Le piège principal, c'est de penser en fait qu'il faut avoir des outils et beaucoup d'outils. Voilà. La solution n'est pas dans les outils qu'on a. Souvent, on entend des coachs, moi je fais de l'hypnose, je fais du magnétisme, moi c'est mon outil en fait. En fait, le coaché, il s'en fiche des outils qu'on lui apporte. Il s'en fiche. Il ne vient pas forcément pour l'outil qu'on va utiliser. Il vient parce qu'il a une douleur, hein, il a un problème et il veut en sortir. Donc, on n'est pas là pour marchander, pour des outils, regarde, moi, c'est ça ma compétence, point barre, ma vie, elle est autour de cette compétence-là, donc je vais me former en ceci parce qu'il me faut cet outil. Acquérir des outils, ça nous rassure, parce qu'on est formaté comme ça, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, parce que la société est comme ça. Mais encore une fois, dans le domaine de l'accompagnement, on n'en a rien à fiche des outils. Le coaché, je pense, ce qu'il attend, c'est de sortir de sa situation, c'est de ne plus ressentir la douleur, de ne plus ressentir le manque de confiance, le sentiment d'abandon.
de trouver sa place, de ressentir de la douceur. Et c'est surtout notre posture, en fait, qui importe. C'est pour revenir à cette notion d'alignement que tu évoquais, c'est comment je me positionne par rapport à ça. C'est vibratoire. C'est vibratoire. En fait, il faut être curieux. Il faut être curieux de plein de choses. Il faut avoir quelques outils pour pouvoir accompagner dans telle problématique, mais ne pas se fixer sur l'outil, en tenant l'outil et en voulant le placer à tout prix. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est déjà, j'accueille, je questionne, j'écoute, je déclenche chez l'autre des prises de conscience. Et puis, si je n'ai pas déclenché, ce n'est pas grave. La question elle-même, elle va faire chemin et puis il prendra conscience peut-être plus tard. Il y en a qui ont besoin d'un rendez-vous pour déjà comprendre des choses. Il y en a, ça va durer 3 semaines, on en est au même point. Ben, c'est son rythme. Ce ne sont pas mes outils qui vont faire la différence. Et je pense que c'est le piège principal, en fait. On a trop de domaines de spécialité, alors que pour moi, l'accompagnement, en tout cas, être thérapeute, c'est une posture. C'est l'amour de l'accueil de l'autre, en fait. Et le reste, ce sont des choses avec lesquelles je joue, avec lesquelles j'aide. C'est des moyens qui me permettent effectivement, en interséance, d'avoir mon coaché qui continue de travailler. C'est des petites choses que je vais lui donner pour continuer sa transformation, son expérience, quand je ne suis pas là. C'est pour ça aussi que la période, en fait, l'étalement de l'accompagnement sur une période est intéressant, parce que même quand il n'est pas là dans sa séance horaire, ben, il travaille toujours, parce que je lui ai donné des petites choses à faire chez lui, des prises de conscience vont en émerger. C'est ça qui conduit à la transformation. Donc, ce que je vends à mon coaché, entre guillemets, ce que je lui propose, bah, c'est une transformation, c'est expérimenter des choses sur une durée lambda. Et après, je reste en lien avec lui pour m'assurer que dans sa vie, ça prenne place. Donc, c'est quelque chose qui ne peut être que sur le long terme et sans outils spécifiques. Imaginons que tu reviennes en arrière, Marie-Josée qui décide d'accompagner des gens. Quels accompagnements? On ne va pas parler des choses que tu ne ferais pas, d'accord? Ou tu peux en parler, tu fais comme tu veux. Parce que tu as fait énormément de formations, tu t'es énormément fait coacher. Par quoi tu commencerais et qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu ferais pas? Si tu devais tout reprendre par rapport à ton expérience pour toutes les personnes qui nous écoutent, si ça peut éviter à des futurs coachs, thérapeutes, ou des personnes qui sont déjà en activité d'arriver à un moment où ils s'épuisent, où ils arrêtent leur activité. Justement, quels conseils tu leur donnerais justement pour transformer des vies et pour faire perdurer leur activité dans le temps? Je leur dirais de commencer déjà par prendre un petit peu de temps pour elles-mêmes, en fait, ces personnes-là. Je parle des personnes. En fait, il faut se poser déjà par rapport à soi. Il faut s'assurer qu'à l'intérieur, on a des moments où on arrive à atteindre cette paix intérieure. Et là, il y a des outils qui permettent de la méditation, certaines pratiques respiratoires. Il y a plein d'outils qui sont facilement accessibles, qui permettent déjà de se poser, en fait. Je dois retrouver ma paix, je dois retrouver mon alignement. Et c'est quelque chose que je dois pratiquer au quotidien. Pour moi, c'est déjà la première étape. Où j'en suis moi-même. OK, donc je me pose, je fais mes pratiques. Il y a tout un tas de méditation, des outils, des mantras, des choses. Voilà, ça, c'est... Quand j'ai fait le point avec moi, la question c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Donc, ça sous-entend, qu'est-ce que je me suis donné à moi déjà? Qu'est-ce que je me suis donné à moi? Ben oui, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je sais faire preuve d'empathie avec moi? Est-ce que je sais faire preuve de bienveillance avec moi-même, etc. Donc, il y a un gros travail déjà sur soi. Il faut obligatoirement pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses, que je sois déjà clean avec ça. Quand ces choses-là sont acquises et que je sens que
j'éprouve une forme de sérénité, de paix intérieure. Je sais sourire à la vie, je me sens heureuse. À ce moment-là, je suis disponible et je peux partager ces acquis-là avec l'autre. Alors, accompagner l'autre, c'est seulement à ce stade, en fait, que je vais placer l'accompagnement. Accompagner l'autre, c'est être en mesure de l'écouter, être en mesure de lui donner la parole, en fait. Il a besoin d'exprimer sa douleur, il a besoin des... Moi, mon rôle, ça va être de le cadrer. Parce qu'on a des mécanismes de défense qui souvent font qu'on évite, on se ment à soi-même, on a des processus de fuite. Et le but du coach, c'est de ramener la personne vers ce qu'elle essaie de fuir, en fait. Donc, ça va être par des questions, ou poser un cadre. Très bien, écoute, je voudrais qu'on reparle de ça. Et on va sans cesse les ramener sur le ressenti. Donne-moi un exemple. Quand est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ta douleur était où? Ton cœur t'a dit quoi? Comment tu es? Etc. On peut l'amener aussi, en fonction de la situation, à rencontrer des moments où c'était moins positif. Faire le parallèle entre ces moments agréables et ces moments désagréables. Qu'elle arrive rapidement à se situer, tiens, je préfère être dans ce cas de figure. OK. Quels sont les mécanismes que tu peux mettre en place pour atteindre cette situation-là, puisque c'est celle que tu veux. Essayez de voir avec elle déjà ce qui est là, ce qui peut être là. Lui donner des exercices, des prises de conscience. Voilà, c'est accompagner en fait, en fonction de ce qui sera livré, voir quelle est la problématique, identifier l'objectif et puis travailler dans ce sens avec la personne et s'assurer qu'en interséance, il y a toujours un processus qui soit en cours, une prise de conscience qui se fasse. Et puis sur la durée, c'est la vie qui va faire la chose. Il y a des portes, il y aura des déclics, il y aura des éclairages. Et le chemin va se faire petit à petit. Hein. Après, on est juste là pour, pour mettre un petit peu de... apporter des petits additifs, des petites choses. Pour moi, c'est ça le rôle de... C'est ça le rôle du coach. Hein. C'est rien de plus. Hein. Les outils à acquérir, c'est des choses qui nous semblent justes pour la personne à ce moment-là. Donc, aucun accompagnement ne ressemble à un autre. Hein, si je suis vraiment dans l'écoute. Mais ça ne peut pas se faire si on n'est pas aligné soi-même. Ça ne peut pas se faire. Un coach aligné doit être conscient de lui-même. Donc déjà, pour tous les thérapeutes et coachs, il faut commencer à travailler la conscience de soi. Être conscient de son propre fonctionnement. Pour moi, c'est ça la base. Je n'ai pas de leçon à donner. Je suis aujourd'hui ici pour donner mon avis. Tu me poses la question, je réponds. Je suis quelqu'un de direct et je dis les choses telles que je le pense. Je pense que maintenant, on peut ne pas être d'accord avec mon point de vue. Je ne prétends pas tout savoir, mais moi, la vie m'a conduit à cette compréhension-là. Et c'est celle que je livre aujourd'hui. Merci de ce partage, Marie-Josée. Et toi qui es passée par ce parcours miné, justement, pour arriver justement à transformer des vies, et être dans cette activité qui fait sens pour toi, être aligné, avoir trouvé ton ikigai. Si aujourd'hui, tu devais refaire le chemin en partant de zéro, qu'est-ce que tu ferais concrètement? Est-ce que tu le ferais toute seule? Est-ce que tu te feras accompagner? Par quoi? Quels outils tu irais chercher? Dans quel piège tu tomberais pas? En 2 minutes, pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais un conseil à donner à Marie-Josée qui se lance dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Si j'avais un conseil à donner, déjà, moi, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui et il m'a fallu une vie entière pour arriver là où je suis. J'estime que c'est beaucoup. J'estime que c'est cher payé. Et comme je l'ai dit au début, j'ai fait l'expérience de maladie. J'ai évoqué cette maladie grave, mais j'ai été stressée toute ma vie avec des somatisations, des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs, toujours du fait du stress, hein, sans conséquences organiques, mais ça a toujours été quand même un peu chaud. Hein, j'étais sur la braise. Donc aujourd'hui, si je devais refaire ce parcours, ce que je voudrais, si j'avais un vœu à émettre, c'est déjà accepter la personne que je suis, donc mon hypersensibilité, mon fonctionnement un peu différent des personnes qui m'entouraient à ce moment-là, et me dire, OK, je suis comme ça, je vais aller me rencontrer moi, voilà comment je décrypte la vie, voilà ma perception, voilà mes talents, voilà mes attentes. Et sur cette base-là,
trouver déjà quelqu'un qui puisse rapidement m'accompagner pour me cadrer, me guider, pour que je puisse arriver vite et pouvoir profiter du temps de vie, en fait, pouvoir vivre pleinement. Il est clair. Bien sûr que c'est un chemin qu'on peut faire seul. Où est l'intérêt de le faire seul? Galérer encore? Aujourd'hui, on voit, regardez, on vient de fêter le Nouvel An, il y a quoi? C'était hier, on est déjà en février. Le temps passe vite et on est dans ce monde, on est dans ce monde de passage. On est des grands voyageurs. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le voyage va s'arrêter pour moi. Personne ne sait. Personne ne sait. Donc le temps, c'est ce qu'on possède de plus précieux. Pourquoi perdre du temps si je peux côtoyer des personnes qui sont passées par là avant moi, des personnes qui peuvent m'encadrer, qui peuvent m'aider à arriver plus vite? Et c'est ce que tu as fait pour moi, Christopher. C'est que du fait de ton expérience, ta maladie, qui n'est pas la mienne, mais ton expérience, la compréhension que tu as acquise, tu as su rassembler des outils, la PNL et plein d'autres outils auxquels tu t'étais formé, et mettre en place un concept qui m'a permis de gagner du temps. On s'est rencontrés l'année dernière, après le premier confinement, et regarde, toutes les pièces du puzzle se sont organisées. Aujourd'hui, je me sens parfaitement alignée dans ma vie, alors que j'ai passé mon temps à chercher désespérément ce qui me manquait, alors que je pensais y être arrivée. Coach de l'Institut des neurosciences, et tatati, et tatata. Qu'est-ce que j'ai pas comme titre? Groupe leader en respiration transformatrice, guide matriciel, et j'en passe. Tout ça, c'est extraordinaire, mais il manquait une petite chose, c'était revenir à moi. Et ça, grâce à ton parcours, grâce à ton expérience, je l'ai acquis en quelques mois. 3 mois d'accompagnement et aujourd'hui, on est amis. Et c'est comme si, quelque part, mes prises de conscience et ce lien, ils se poursuivaient aujourd'hui. Et je suis très heureuse, je te dis, de ce titre de maître praticien Ikigai. Parce que ça fait vraiment sens pour moi. Donc je dirais, si je pouvais revoir le film de ma vie, voilà, je voudrais vraiment que les choses aillent beaucoup plus vite. Et je pense que j'aurais profité un peu plus pleinement de mes 20 ans, de mes 30 ans, de mes 40 ans, et aujourd'hui de mes 50 ans. Et ça, c'est génial, c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, vraiment. C'est rapidement de trouver la bonne équipe, alors ce sera l'ikigai ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais trouver des personnes inspirantes, des personnes qui ont déjà le process, qui ont déjà et avancer main dans la main. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Je disais merci, ça me touche beaucoup ce que tu me dis par rapport à ton parcours, d'avoir pu contribuer à ça, même si c'est toi qui as fait le parcours, hein, d'accord? Qu'on soit d'accord là-dessus, je t'ai juste pris la main, montré une voie par laquelle j'ai été passé, mais c'est toi qui as fait le chemin. Donc bravo à toi. Sans langue de bois, aujourd'hui, parmi tous les accompagnements que tu as fait, pour tous les coachs thérapeutes qui sont encore là avec nous, qui auront la chance d'écouter ça, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais pas? Qu'est-ce que tu ferais plus? Ce qui, pour moi, a fait la différence, c'est l'écoute, c'est-à-dire des accompagnements petits groupes, en fait. Moi, je pense que j'ai toujours été noyée dans des groupes trop grands, où finalement j'étais un élément parmi l'ensemble. Et quand enfin je t'ai rencontré, avec Caroline et Sandrine, avec qui j'ai eu la chance de faire cet accompagnement, on s'est retrouvés toutes avec un fonctionnement similaire, tout en tant qu'hypersensibles, et je me suis sentie écoutée. Donc, ce que je sais aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que toutes ces formations qu'on trouve, qui font appel à l'intellect, en fait, au mental, tout ce qui est trop structuré, moi, je veux dire, c'est impossible pour moi de m'engager là-dedans, quoi. J'ai essayé avec la PNL, hein, je l'ai fait par Internet, avec Pironnet. Et honnêtement, je t'assure, j'ai la formation à vie. Si j'ai regardé 4 vidéos, c'est beaucoup, quoi. J'en peux plus des concepts, en fait. Un concept en engendre un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, déjà, dans le domaine médical, j'ai 22 années d'études universitaires, donc avec 2 cursus cumulés. Moi, des concepts, j'ai appris que ça, ma tête, elle est pleine de concepts. Ça m'a mené où? Nulle part.
Donc aujourd'hui, moi, comme je le disais, c'est tout ce qui a trait à l'être, en fait. C'est-à-dire venir s'ancrer, être dans l'écoute, dans l'amour, dans l'ouverture. Ce sont ces formations-là qui ont le plus compté et qui, pour moi, font sens. Parce que finalement, ça rentre dans le cadre de la posture de coach que j'ai commenté tout à l'heure. Donc, pas de formation théorique, des formations en petits groupes. Là, je suis à 1000% d'accord avec ce que tu dis. Et puis surtout, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel. On n'est pas là pour plumer les gens, on n'est pas là pour l'argent, va être la rétribution, la juste rétribution. Et si le coaché n'a pas compris en fait que la valeur monétaire qu'on lui demande, bah, elle justifie aussi un peu la qualité de ce qu'on va lui apporter, si sa prise de décision ne se fonde pas d'abord sur la confiance mutuelle qui doit être établie, eh ben, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Mais il n'y a pas de honte à demander à être rémunéré, mais ça ne doit pas être le leitmotiv en fait. Ce n'est pas ça le point d'honneur. Et donc, des formations, oui, vous allez gagner tant d'euros à la fin du mois, vous allez ceci. On ne voit que ça. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. On est constamment interrompu par des lancements de ceci. Allez suivre mon webinaire, vous allez gagner plus, vous allez. Bullshit, quoi. Bullshit. Arrêtons ces conneries-là, quoi. On est des humains, on est des êtres sensibles, on a besoin de se connecter à qui on a des valeurs, on a un ressenti, on a besoin d'entrer dans notre intériorité. On est dans le monde du sensoriel, en fait. On est des êtres sensoriels. Donc, l'aspect matériel, cet aspect illusoire qui est la caractéristique de la société dans laquelle on est, je veux dire, c'est le voile, quoi. C'est le domaine du voile. C'est une forme d'hypnose. Il faut sortir de tout ça. La réalité, l'essence, elle est ailleurs. Donc, gagner du temps en se faisant accompagner dans des petits groupes qui vous valorisent en tant qu'être humain, qui vous prennent avec vos particularités, qui vous accompagnent dans la douceur, à votre rythme. C'est ça qui va apporter la transformation. C'est ça qui fait sens. C'est ça, être dans la vérité. Et j'ai tellement envie de convertir, entre guillemets, en tout cas de donner envie à beaucoup de coachs de faire preuve de suffisamment d'humilité pour faire ce chemin un petit peu inverse et revenir un peu à la source pour essayer de réajuster un petit peu le bouton là, du transistor, se mettre sur la bonne fréquence pour pouvoir aller vers ce beau métier qu'est l'accompagnement, mais en étant juste en accord avec soi, quoi. Un grand merci Marie-Josée de ce partage-là. On a vu beaucoup de choses ensemble. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais partager, que tu n'as pas partagé? On garde ça pour la prochaine fois? Oui, je pense que j'en ai beaucoup dit et oui, c'est l'essentiel du message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça a été perçu comme je le souhaite. Voilà, je suis pleine de sincérité et tout ce que j'ai dévoilé là, c'est ma façon de voir les choses. J'ai des prises de position peut-être un peu tranchées, mais parce que je pense que je suis authentique et je ne cherche pas à plaire. Hein. Je cherche juste à réveiller quelque chose chez l'autre et puis c'est tout. Mais je suis comme je suis, c'est tout ce que j'ai à dire. Un grand merci d'être qui tu es, justement. Avant de terminer, on se prête au jeu de la question. Est-ce que tu as une question pour moi? Mais en fait, toi, tu es aussi un être hypersensible. Donc, j'ai eu vent un petit peu de ton parcours en regardant des vidéos par-ci, par-là. Mais si tu pouvais nous dire aussi, je te retourne la question que tu m'as posée, comment tu as vécu ton hypersensibilité déjà étant enfant et puis dans la vie, finalement, le déclic, il est venu à quel moment? Ce serait intéressant de savoir ça. Mon hypersensibilité, des souvenirs que j'ai quand j'étais petit, je m'isolais, je me sentais différent des autres. J'avais envie d'être avec les adultes, les plus grands. Je comprenais pas trop, jouer au POC, c'était pas trop mon truc. Justement, ce qui m'a toujours intéressé, c'était les animaux, l'être humain. Et je me rappelle, mon père, il me dit encore maintenant, tu me posais plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et il me disait, tu me saoulais. C'est vraiment ça, c'est que je me disais, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, en fait? En fait, les gens, ils travaillent, ils détruisent leur propre planète, ils ont l'air de pas aimer ce qu'ils font. Pourquoi ils font ça?
Et je disais, ouais, j'ai envie de changer ça. Et mon père me répétait, tu vas pas changer le monde. Et c'est devenu une croyance que je croyais vraie. Donc mon hypersensibilité m'a fait être la bonne personne de la société. Le gendre parfait, celui qui a un bon travail, qui est bien payé, qui est gentil avec tout le monde, qui dit toujours oui. Et, et j'étais pas moi, en fait. J'avais l'impression d'être dans un cinéma en train de regarder l'histoire de quelqu'un. C'était mon histoire, mais c'était pas moi. Et je me sentais pas bien. Et ça n'avait pas de sens ce que je faisais. Et donc, du coup, la vie m'a aidé, comme toi. Elle m'a mis une maladie auto-immune sur mon chemin, spondylarthrite. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que d'abord, j'ai pas pris conscience, hein, j'ai pas trop compris. Donc, je suis resté dans le cartésien, essayer un peu tout ce qui fonctionnait. J'ai été vraiment dans la médecine traditionnelle, où j'ai eu 100 diagnostics différents. Et, et c'est là que je me suis dit, foutu pour foutu, je vais essayer des choses. J'y crois pas, j'y croyais pas, mais je fais pour pas avoir de regrets. C'est là que j'ai découvert développement personnel. Au début, je suis tombé dans le développement personnel qui m'a amené à être plus. Ensuite, vers ce qui est plus énergétique, spirituel. Et après, vers ce qu'on va amener plus, ce que moi je transmets dans l'ikigai, est plus un retour à soi, l'anti-développement personnel. Et mon hypersensibilité, où j'ai cru que c'était toujours un problème, où j'essayais de cacher mes émotions. D'ailleurs, je m'étais coupé totalement de mes émotions parce que je pense qu'elles étaient trop fortes. Donc, je montrais que j'étais fort, mais quand je revenais dans ma chambre le soir, je pleurais. Ça, en fait, j'ai compris que c'était une grande force. Donc, au début, j'ai juste montré un petit peu et après, je l'exprime complètement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison également que sur YouTube, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Ça va venir, mais je voulais prendre du temps justement par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a des personnes qui idéalisent beaucoup et leur montrer aussi que même si on est aligné, même si on trouve sa mission de vie, on a aussi des moments difficiles qui peuvent arriver de la vie. Même si on met une demi-heure à se relever au lieu de mettre 1 an, 2 ans, il y a des moments quand même difficiles parce que quand on perd un proche, quand on a un problème de santé, quand on est en confinement, on nous prive de liberté, c'est pas non plus facile, même si on peut le vivre de façon plus facile. On n'est pas confiant à 100% tout le temps. Donc on a confiance dans la vie, et il arrive toujours des petits moments comme ça. Et je pense que c'est important aussi de le montrer aux gens et de ne pas montrer que voilà, il y a des vies parfaites de personnes. Voilà, on est des êtres humains et d'apprendre à aimer ces deux parties. Donc je suis pas Christopher qui partage tout le temps, c'est pas vrai. Des fois je suis égoïste et j'aime aussi cette partie où je suis égoïste parce que je suis égoïste parfois que je partage plus souvent avec le cœur. J'aime aussi ce Christopher que je détestais avant, celui qui disait non. J'avais du mal à dire non d'ailleurs et j'adore celui-là parce que c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui plus souvent oui avec le cœur. Il y a des personnes que j'ai plus envie d'aider que d'autres. J'ai plus envie d'aider des coachs et thérapeutes qui sont hypersensibles parce qu'ils me ressemblent, parce que je me reconnais en eux et parce que ils ont un potentiel de dingue et surtout qui peuvent transformer des vies. Et ça a du sens par rapport à ce que j'estime ma mission de vie. Donc mon hypersensibilité qui était, euh, si je devais donner une image, je me disais, la chance, ils ont juste un petit avion avec juste juste un petit levier et une boussole. Moi, je me tape un Boeing 747 avec plein de boutons sur le tableau de bord. Je comprends rien et c'est pas efficace. Et j'ai le bouton vert, j'aimais bien, hein, les émotions agréables, mais c'était le bordel. Je savais pas comment je fonctionnais parce que je connaissais personne qui fonctionnait comme ça. Et donc, il y avait un bouton rouge, je tapais dessus, c'était le symptôme. Je vais voir le médecin, t'as mal, tiens, tu prends un Doliprane, t'as un peu plus mal, tiens, on donne un anti-inflammatoire. Tu fais une dépression, on va te donner un antidépresseur, mais on est sur le symptôme. Et justement, comprendre que le symptôme, c'est une information qui est importante. Parce que si on le casse, moi, je prenais un marteau, je tapais sur le bouton rouge. Et en fait, c'était juste le bouton rouge qui me disait, tiens, tourne le manche à 5 degrés sur la droite. Et c'est ce qui me faisait éviter la tempête. Comme si j'avais plein d'informations que je peux maîtriser. Je ne suis pas obligé de toutes les prendre. Ouais, ça me facilite la vie. La vie, elle me dit chaud-froid, j'ai juste à me laisser guider par la vie. Donc mon hypersensibilité, par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, lui aussi va avoir des informations, s'il sait comment on fonctionne.
L'hypersensible, il va les sentir encore plus subtilement. Donc ouais, c'est ce qui fait la différence pour moi, c'est comme un sportif. Un sportif de très très haut niveau, le numéro 1 mondial, et celui qui va être dans les 100 premiers mondiaux, au tennis par exemple. Bah, pour moi, l'hypersensibilité, ça permet ça. On savoure encore plus la vie. Et, et aujourd'hui, je ne cherche pas à éviter les moments difficiles de la vie. Quand je perds quelqu'un, c'est juste ressentir, je veux pas enlever ce manque-là, cette tristesse-là, parce que c'est ce qui me rappelle que cette personne est encore là. Je me dis, waouh, je me dis pas, tiens, j'ai pas de chance, il sera encore en vie, j'aurais pu profiter avant. Je me dis, waouh, je suis triste. J'adore ressentir cette tristesse, ça me rappelle cette personne-là. Les moments que j'ai passés avec, personne ne me les enlèvera. J'ai d'autres personnes que j'aime qui sont en vie, donc je vais profiter encore plus. Et moi, je suis en vie. La meilleure façon d'honorer cette personne, bah, c'est de vivre à 100%. Et puis, je sais juste que c'est un manque en moi et que lui, bah, il vit une vie qui est géniale aussi, qui n'est plus incarnée, mais qui est géniale. Comme les personnes qui font des états imminents de mort, euh, qui font des sorties de corps qui témoignent, bah, il y a de lumière, ils ressentent de l'amour. Donc moi, je crois beaucoup à ces choses-là. Et je me dis, oh, on se retrouvera plus tard. Et moi, j'ai mon chemin et je vais profiter de mon chemin. Et mon hypersensibilité, ouais, je veux plus qu'on me l'enlève, je vais la garder. Et c'est une vraie force. Et j'aide justement des personnes hypersensibles pour qu'ils prennent conscience de la chance qu'ils ont. Ils ont une sacrée chance. Mais simplement, je considérais ça comme un boulet, comme un problème. Et c'était un problème. Et rien que le fait de considérer ça comme une opportunité, bah, c'est une opportunité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles ici. Euh, voilà. Faites-vous confiance, même les personnes qui ne sont pas hypersensibles aussi, vous pouvez être aussi attentifs aux mêmes choses de la vie. Et vous pouvez savourer la vie autant que les autres. Il y a pas de, c'est pas mieux d'être hypersensible ou pas hypersensible. C'est juste, voilà, il y a des indicateurs différents, des fonctionnements différents. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est meilleur que les autres. On est juste des êtres humains. Je suis un être humain banal, voilà, qui partage son chemin, comme tu disais. Et j'aide des personnes à éviter de galérer, comme moi je suis passé par la galère dans laquelle je suis passé, faire ce raccourci-là. Pour moi, l'accompagnement, c'est juste ça. Et mon hypersensibilité, je le mets au service des gens. Super, merci Christopher. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir partagé dans le chat. Si vous avez des questions pour Marie-Josée ou pour moi, n'hésitez pas. C'est avec plaisir vraiment qu'on vous répondra. Merci à Éléonore qui a été très très présente dans le chat, notamment euh, de toutes ces belles vibrations que tu nous envoies, ces cœurs, cet amour. Donc un grand grand merci. Et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout se trouve à l'intérieur. Soyez heureux, soyez épanouis. À très très vite. Ciao, À ciao. très vite. Ciao.